Carnet d'artistes, Hélène Cheux-Guillaume, Léo Bioret, avec Julie Knebel dans l'atelier de l'artiste. Hélène avait un carnet entre les mains qui a un titre qui s'appelle Ça commençait mal. Est-ce que ça a bien fini? Non, pas très bien. C'est un carnet qui... Oui. Donc le titre est au tampon et c'est tamponné. Ça commençait mal sur la couverture. Une couverture qui a vécu. Hein. On voit qu'il y a des traces. Il est maculé. Il est blanc et immaculé par des taches un peu bleutées. Et il contient des textes qui sont assez... qui parlent de mes angoisses, de ce que je traverse dans mon quotidien, de mes moments aussi où j'ai besoin de coucher des émotions sur le papier. Et donc c'est un carnet qui commençait mal mais qui finit aussi difficilement. Et du coup il finit par ce petit fragment de texte où c'est écrit « Éructer, lire un texte, écrire un texte, le lire, le manger ». J'achève ici ce carnet qui m'ennuie par sa tristesse, sa rigidité. Les fibres du papier dans le sens inverse qui cassent et craquent à chaque page tournée. La reliure dégoulinante, lâche, fragile, le papier trop blanc et celui vert qui, sensible, se déchire. J'arrête. Je suis frustrée, je ne l'ai pas sauvé, je l'arrête sèchement et toutes les feuilles blanches qui pleurent, mais tant pis, fin. Est-ce que c'est vraiment la fin de ce carnet, ce texte? Oui, il n'y a plus rien après, si c'est ça la question. Mais du coup, il est réactivé puisqu'il contient des textes que je réutilise assez souvent. Par exemple, il peut y avoir des citations qui vont me resservir. Donc un carnet n'est jamais réellement fini. Je pense qu'il continue à vivre en dehors de sa fin matérielle. En tout cas, de la fin de son utilisation de l'écriture ou du dessin qu'il peut avoir dedans. Et du coup, ce que je disais dans ce texte, c'est que ce carnet, moi, je l'ai relié. En fait, je fais mes carnets moi-même parce qu'il me semblait plus agréable de travailler et plus facile de travailler à partir de carnets que je fais par moi-même et du coup avec du papier que je récupère, des choses qui ne sont pas précieuses. Parce que quand j'achetais des carnets dans le commerce, il y avait ce côté où j'arrivais pas à les utiliser parce qu'ils me semblaient très beaux, très bien finis, très propres. Et du coup, face à cette perfection, j'étais un peu bloquée et j'arrivais pas à me permettre des libertés que je peux faire grâce à ces carnets un peu, entre guillemets, un peu cheap, quoi, un peu fait à l'arrache, fait rapidement. Et du coup, il m'arrive aussi de plus avoir à disposition du papier que j'utilise habituellement et vraiment de fabriquer avec des bouts de ficelle, d'utiliser ce que j'ai près de moi, quoi. Donc certains carnets ont des formes complètement différentes, ils ont toutes des couvertures et des couleurs différentes. Se dissoudre dans une fiction. Rien de plus qu'être un personnage qui vivrait entre les pages d'un livre, qui existerait dans un objet tangible, un personnage qui serait oublié quand on refermerait la page. Un peu comme de moi, mais sans trop. Un petit objet incertain, un livre fragile, non plutôt un livre banal, un livre de bibliothèque, avec une belle côte qu'on ne comprendrait pas. Un livre vert et jaune, un livre agrume, à la couverture rugueuse. Je m'oublierais dedans, j'oublierais et épancherais ces désirs morbides et insubites de disparaître dans une fiction. Il y a des phrases nobles, des mots de longue haleine, des sentences sublimes et fatidiques proférées pour l'éternité. Il y a des paroles simples et profondes. Il y a des mots poussifs, erratiques, déformés, délirants. Mais ceux de Barbara Loden, ces derniers mots, ont été les seuls qu'on puisse prononcer pour dire à la fois le refus et l'impuissance quand la mort est là. Le dire sans formule, ni éruption, ni tautologie. En mourant, elle a simplement dit
Merde, merde, merde. Elle a craché des petits cailloux, le foie a dit l'infirmière, et elle est morte. Alors, c'est quoi ce texte? Ce texte, c'est un extrait d'un livre de Nathalie Léger sur Barbara Loden, qui était une cinéaste et une actrice, qui a fait un film qui s'appelait Vanda, qui a été assez connu en France, qui a eu son petit succès en France, mais pas du tout aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est une fiction, si elle a inventé ce récit de la mort de Barbara Loden, ou si ça s'est réellement passé comme ça. Est-ce que la fiction, elle a une place dans tes carnets aussi? Oui, tout à fait. L'extrait que j'ai lu tout à l'heure qui parlait de l'idée de se dissoudre dans la fiction, ça revient assez régulièrement. Et du coup, il y a beaucoup de fragments de récits fictionnels dans mes carnets aussi. Tout ce qu'on invente est vrai. Et il y a aussi beaucoup de vocabulaire lié au jardin, à la végétation, à la nature. Il y a aussi des feuilles, c'est une forme d'herbier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai un rapport à la nature assez fort. Je me promène beaucoup et d'ailleurs j'emmène beaucoup mes carnets avec moi en promenade et certains des textes sont écrits lors de mes balades. Et donc je ramasse beaucoup de choses et j'ai une attention au végétal, au monde animal aussi, aux autres animaux que les humains. Et donc ça se retrouve dans mes carnets, mais aussi de plus en plus dans certaines de mes œuvres. Et d'autant plus pendant le confinement, moi je l'ai vécu à la campagne, je me suis beaucoup promenée et j'ai beaucoup relevé la présence des non-humains pendant ce confinement où les humains sortaient très peu et du coup on voyait beaucoup les traces des animaux et même on apercevait plus facilement certains animaux comme des lièvres, des chevreuils. Je pense que ça se retrouve en effet beaucoup dans mes carnets aussi, notamment les oiseaux que j'observe, il m'arrive de les redessiner dans mes carnets. J'aimerais bien qu'on revienne sur un élément ou en tout cas une place du carnet dans la pratique des artistes qui est là en fait. En toile de fond, c'est la question de l'intime et de l'intimité. Le carnet, il a cette place aussi dans ta pratique du carnet. C'est un espace, une zone très intime pour toi? Ah oui, complètement, oui, c'est quelque chose de très très intime et justement c'était une vraie question de montrer ça. Pour l'instant, jusqu'à présent, je les avais très très peu montrés et très peu assumés. Il y a presque quelque chose du journal intime dans mes carnets. C'est aussi des endroits où j'épanche tout ce dont j'ai besoin de sortir. Du coup, il y a beaucoup de textes qui me sont très personnels mais qui en même temps, je pense, sont aussi universels, qu'on peut partager. Mais c'est un mouvement qui peut être compliqué d'aller partager cette intimité. Donc là, c'est un premier pas peut-être. Et dans ce sens, je vais lire un petit texte à propos d'une œuvre que je n'ai pas encore faite. Un texte en sang, qui sent, un texte qui brûle, pour toujours, tout doucement, pour parler de toutes les cendres horribles autour, et les autels, et le deuil, et la mort, et rien, et tout, mais surtout le vide, et l'impuissance à brûler. Je suis allée chercher le carnet où c'était écrit « vide » pour voir si c'est un carnet vide. Il n'est pas vide. Il commence par le mot. Pourquoi vide? Alors, ce mot-là, il fait référence à une œuvre de Georges Brecht qui a gravé le mot « vide » sur une pierre. Une pierre qui n'est pas vide du tout, qui est pleine de plein, mais il a du coup évidé la pierre en gravant ce mot vide. On est face à quelque chose de très mystérieux, une pierre qui peut avoir différentes tailles. Il en a fait des très grosses et des très petites avec ce mot vide. Et ce qui nous questionne sur ce qu'est le vide et ce qu'est le plein. J'ai pensé à cette oreille de nacre. J'aimerais construire des objets et les intégrer dans des fictions, des objets mystérieux. L'oreille de nacre est bien fascinante. Elle ressemblerait à un coquillage perdu sur la plage. Il y aura une légende, d'une ville ensevelie. Il y aurait une personne qui se serait penchée assez bas pour la trouver, qui aurait regardé attentivement cette oreille de nacre, sans oser la prendre, croyant rêver. Elle serait revenue le lendemain. Toutes les coquilles vides,
Ces petits corps, ces cadavres, on n'y pense pas, ce sont des ossements après tout. Tous auraient bougé par la marée, mais pas l'oreille de nacre. Elle était toujours là, à sa place, entre deux légers affleurements rocheux. La mer venait lécher ses bords. Peut-être avait-il peur de ramasser un corps entier, un corps de nacre. Il prenait doucement un mouchoir de satin, un de ceux qui servent à nettoyer les lunettes, et entre deux ressacs, ramassa délicatement l'objet en l'enveloppant dans le tissu. Il n'osait pas toucher, peut-être pour ne pas l'abîmer, ou par peur de sentir un contact charnel, non pas un contact lisse et doux comme une huître. Il l'oublierait dans un tiroir. En tout cas, on se sent vraiment chanceux. Enfin, moi, je me sens chanceuse de pouvoir ouvrir ces portes, en fait. Enfin, les portes de tes carnets. Et c'est généreux de ta part. Et je te remercie. Mais Merci à Julie. vous.